Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 3 là, on se le dit, là, je crois qu'il nous reste à peu près 8 épisodes et on arrive déjà à la fin de la saison 3, là, après un an et demi de podcast. Déjà, on vous fait notre sauce classique, là, le format le plus classique qu'on a depuis toujours, là, un au son de la cloche et un dans vos poches. Donc on retourne aux sources pour nos fans du dans vos poches. Donc, vous avez fait une prémisse au début de la saison 3 en vous mentionnant qu'on allait peut-être le laisser un petit peu de côté. Mais finalement, quand on a des bons sujets comme aujourd'hui qui étaient proposés par Gab, là, on va en profiter quand même pour le faire, là, même si on a ramené le fameux place au débat également là, comme quatrième segment. Donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, puis comme toujours, là, je vais te laisser Gab faire le disclaimer là, de début d'épisode. On parle en premier lieu d'une compagnie qui est quand même listée et qui a quand même un certain intérêt en termes de transactions pour certaines personnes. Donc, on veut s'assurer là, que vous ne preniez absolument pas aucun de nos commentaires comme une recommandation. Donc, je te passe la parole pour faire le mot du début, comme toujours. Oui, et puis vous le savez, évidemment, tout ce qu'on parle, c'est à but éducatif, puis c'est plus, évidemment, ça reflète notre opinion personnelle. Il s'agit en aucun cas, évidemment, d'une recommandation officielle de placement. Vous êtes maître de vos décisions financières, bien, comme toujours, donc prenez, et puis on le dit souvent, c'est vrai qu'on l'a un peu moins mentionné dans cette saison, mais c'est important aussi de vous faire vos propres opinions quand on parle. Remettez toujours en cause ce que les gens vous disent, hein, que ce soit vos amis, votre famille, etc. Évidemment, il faut quand même avoir confiance toujours, mais toujours bâtissez-vous votre propre opinion. Je pense que c'est quelque chose qui est très important dans votre vie personnelle et comme ça peut être évidemment le cas là, pour le podcast. Voilà. Ben effectivement, puis tu sais aussi, on le dit, là, on espère que le podcast amène une certaine fibre d'intérêt là, pour la finance, l'économie, la comptabilité, et que vous fassiez un petit peu comme ce que nous on fait, là, lorsque c'est le temps de faire les notes en off avant les épisodes. Au final, ce qu'on fait, c'est qu'on consulte l'actualité financière de la semaine, surtout, ou des derniers mois, pour se trouver des sujets. Donc on espère que le podcast vous incite à justement créer votre propre avis, non pas seulement en discutant avec des collègues, des amis, de la famille, mais aussi en lisant par votre propre intérêt. Il y a du super bon contenu, on peut se le dire, par des médias qui sont super bien reconnus. On pourrait vous faire des recommandations d'ailleurs. Laissez-nous des commentaires à ce sujet si vous voulez là, des sources à lire. On en a beaucoup qu'on a respectivement, Gab et moi. Donc partons en force avec le premier segment, au son de la cloche. Parfait. Donc, on veut vous faire un sujet, là, et je crois qu'on en a parlé quelques fois, il faut dire, mais peut-être pas assez, encore une fois, et on veut vous parler de Moderna. En grande partie, on veut vous parler de quelle perspective a Moderna au niveau des prochaines années et des prochains mois, avec une discussion là, que je vais aussi tourner un petit peu avec son concurrent direct là, qui est Pfizer. Fait qu'un peu voir l'état des forces pour les prochains mois, prochaines années. Et on doit dire d'ailleurs, là, une des raisons pourquoi est-ce qu'on veut vous parler de ça, c'est à cause du fameux CEO Stéphane Bancel. Cocorico, là, un autre Français digne d'un autre CEO d'ailleurs que tu m'avais partagé, Gab, qui était, tu m'excuseras, tu nommeras son nom, là, mais au niveau de Best Buy, donc un autre Français qui fait carrière aux États-Unis. Hubert Joly. Exactement, Hubert Joly, donc un autre, un peu Stéphane Bancel suit un petit peu cette lignée-là. Des Français qui amènent un accent absolument horrible, je dois le soulever, dans des meetings d'analystes de compagnies listées aux États-Unis. C'est très intéressant d'entendre un paquet de New-Yorkais et Stéphane Bancel qui commentent. J'avoue que je trouve ça assez intéressant. Mais tout ça pour dire que c'est un petit peu la fibre qui nous amène à en parler. Oui, Moderna est une compagnie, comme on avait mentionné, là, qui est un petit peu sortie de nulle part. En fait, qui est une compagnie qui a eu une croissance absolument phénoménale liée justement au vaccin de la COVID-19. On se le cachera pas et c'est encore le cas maintenant. Cette compagnie-là n'a pas forcément d'autres produits. Elle a une expertise liée au type de vaccin là, avec ARN messager. Donc ça, c'est ce qui était à la base de tout ça, ce qui a permis justement à Moderna de se mettre dans le même bassin que le duo Pfizer-BioNTech en grande partie également, là, en termes de leader mondial de la vaccination de masse. Mais ils n'ont pas grand-chose d'autre. Donc c'est un petit peu là où la discussion peut être intéressante de voir mais qu'est-ce qui va se passer avec Moderna pour les prochaines années, en sachant qu'ils ont un savoir scientifique très solide, en sachant, et ça je dois soulever, qu'ils ont un CEO en Stéphane Bancel, qui est un homme qui a vraiment une vision, je dois dire, là, quand même assez intéressante et assez progressiste au niveau de l'industrie des pharma. Donc ils sont bien en selle avec leurs gestionnaires et qui ont, encore une fois, un seul et unique produit qui est à la base de toute leur production. Qu'est-ce qu'ils vont faire si, par exemple, le besoin de vaccin au niveau de la COVID-19 n'est pas ce qu'on pourrait s'attendre avec des bons vieux boosts là, ou des doses supplémentaires périodiques pour les années à venir? Mais si c'est pas le cas,
cette compagnie-là fait seulement ça présentement. Est-ce que, et c'est ce que je pose la question, mais je vais y répondre dans le cadre de la discussion, mais c'est de voir qu'est-ce que cette compagnie-là fait également pour continuer à avancer. Un, pour rattraper Pfizer en termes d'expertise mondiale, mais aussi pour étendre un petit peu leur offre de produits, ou du moins leur vaccin, etc., à d'autres besoins que simplement la COVID-19. Donc, je vais te passer peut-être la parole, Gab, là-dessus, si tu veux entamer un petit peu la discussion sur la compagnie. Je pense que tu as peut-être également des stats un peu plus financières là, pour nous, ou bien, sinon, juste un témoignage complet de ton appréciation envers Stéphane Bancel. Là. Prends la première partie comme tu le désires, et puis je pourrais relancer après ça avec un petit peu là, d'infos Pfizer versus Moderna. Ouais, ben moi, c'est vrai que je t'avais mentionné que je trouvais que c'était une compagnie hyper intéressante. On en avait déjà parlé plusieurs fois de Moderna, mais je trouve qu'on a pas mal survolé, si tu veux, cette entreprise sans rentrer vraiment dans les détails, évidemment, de tout ce qu'ils font. Puis c'est bien correct. Hein. Tu sais, c'est le but du podcast, hein, vous le savez, c'est de discuter, puis d'avoir parfois des opinions qui sont parfois contradictoires, ou des fois qui vont se rapprocher. Enfin, tu vois, je le vois vraiment comme un espace d'échange, et puis je continue à refaire un peu la pub du podcast, mais n'oubliez pas à nous partager si ça vous plaît, etc., ou si vous avez des choses auxquelles vous n'êtes pas d'accord, ou au contraire vous êtes en accord avec nous. Vous avez l'espace commentaire de YouTube qui est fait pour ça, puis ça nous fera plaisir de regarder ça. Alors, ce que je trouve intéressant avec Moderna, c'est que c'est une boîte, si tu veux, qui est sortie de nulle part. Si tu veux, il y a 3 ans, on te parlait de Moderna, à part quelques analystes spécialistes, tu veux, de cette industrie-là, il n'y a pas grand monde qui connaissait Moderna. Moderna, il faut rappeler, c'est une entreprise qui est très récente aussi. Elle a été fondée en 2010, à côté, en tout cas à côté de Boston, donc dans la ville, je crois que c'est à côté de Cambridge en réalité. Donc c'est Cambridge, c'est une ville qui est là où se trouve par exemple l'université d'Harvard. Donc évidemment c'est une entreprise qui a toujours attiré, si tu veux, depuis sa création je pense des grands savants, puis des experts justement sur cette technologie qui est très novatrice, qui est là rendu là, vous le savez, moi, c'est pas du tout mon champ d'expertise évidemment, tout ce qui concerne évidemment la science, mais ça m'intéresse de manière générale. C'est vraiment une des premières entreprises qui a vraiment se focusé uniquement sur cette technologie du RNA, donc l'ARN messager en français. Et d'ailleurs, leur nom, je te fais une révélation, en réalité, c'est Mod RNA en réalité. Exact, d'où le ticker d'ailleurs qui est mRNA. Donc j'avoue que c'est quand même assez significatif sur l'expertise qu'ils ont en tant que compagnie liée à l'ARN messager, effectivement. C'est subtil, mais c'est assez évident aussi qu'ils veulent se montrer comme étant le leader mondial des ARN messagers. Absolument, absolument. Et tu vois, ce que je trouve assez intéressant, c'est que Moderna a commencé, si tu veux, à monter en termes, si tu veux, de qualité, en fait, à partir de 2011, en fait, au moment où ils ont demandé, si tu veux, à Bancel de rejoindre justement cette compagnie-là. Bancel, il faut rappeler un peu son parcours. C'est un type qui vient de Marseille, en l'occurrence, et je pense qu'il a un bac, en tout cas, plus une expertise à l'origine vraiment au niveau, comment dire, de la science en France. Rendu là, tu vois, c'est quelqu'un qui est pas hyper publiquement hyper connu, donc on n'a pas non plus énormément d'informations. Là, rendu là, je suis allé sur... c'est ça, sa renommée est en fait un petit peu arrivée en même temps que Moderna. Il aurait été un petit peu dans l'oubli d'une certaine manière si cette compagnie-là n'avait pas eu l'ascension phénoménale qu'elle a eue liée à la COVID-19, parce que comme tu dis, son profil, on a peu d'informations là-dessus, parce que ça aurait pu être un CEO français un petit peu pétré, comme tu dis, en banlieue de Boston, puis on n'en aurait jamais entendu parler, au même titre que certains autres grands CEO français, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est un personnage qui est imbriqué directement avec la compagnie, et sa carrière, par la suite, va être définie, parce qu'il ne sera pas seulement Moderna, on s'entend, là, avec une carrière comme ça, et avec le PR qu'il s'est fait, mais ça va continuer à évoluer, encore une fois, grâce à son cheminement avec Moderna. Là. Oui, puis ce qui est impressionnant, c'est que à l'origine, en 2009, il avait été embauché en fait par Biomérieux, qui est une entreprise pharmaceutique bien connue en France, qui était Mérieux, on le rappelle, c'était les assistants de Louis Pasteur à l'origine, donc et la famille Mérieux, donc qui est à l'origine à Lyon.
et ben de génération en génération, sont transformés cette industrie, évidemment, ce fleuron français du pharmaceutique. Il a complètement quitté l'entreprise en 2011, il a tout quitté, si tu veux, pour rejoindre Moderna, ce qui est une décision qui est quand même pas dénuée de sens, qui est quand même assez ambitieuse, honnêtement. C'est comme si tu demandais à Jeff Bezos, par exemple, de rejoindre une start-up en France random. C'est quand même assez risqué, entre guillemets, comme move. Depuis, évidemment, vous le connaissez, c'est sûr que Moderna s'est montré aujourd'hui comme la grande entreprise, en fait, la nouvelle entreprise qui a été capable de développer cette technologie, donc de l'ARN messager en quelques mois, ce qui est un exploit considérable par rapport à ce qu'on a connu dans le développement des vaccins. D'habitude, un vaccin, ça prend plusieurs années, 5, 10 ans, voire parfois 20 ans. C'est considérable, ça coûte énormément d'argent, évidemment. Et ça démontre bien, effectivement, que de rien, si tu veux, tu as un cadre innovatif qui est assez impressionnant aux États-Unis, et je pense que faut rendre à César ce qui appartient à César. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment contribué, si tu veux, à sauver des gens, Bancel, réellement. Là. Effectivement, puis tu l'as bien mentionné, et puis c'est un peu le point, je crois, c'est Moderna, en tant que chef de file du RNA, là, de l'ARN messager, c'est un peu ce qui est intéressant, c'est une compagnie et c'est un petit peu le clash que je voulais vous présenter, là, parce qu'on s'entend, là, Moderna, de par le fait que, comme j'ai dit au tout début, là, il y a un seul produit, ils ont quand même perdu, je pense que ça tu confirmeras peut-être, Gab, mais ils sont à peu près 30% de perte au niveau de leur valeur boursière là, par rapport à leur haut historique là, du 9 août, je crois, de cette année. Là. Donc ça vous montre quand même qu'il y a une certaine appréhension au niveau des investisseurs en ce qui a trait au fait, comme je l'ai mentionné, que Moderna a une super belle expertise, une technologie qui est novatrice, mais l'applique seulement pour la COVID. Il y a des bonnes nouvelles, comme on l'a dit. Là. Je sais que Moderna, il y a eu des tests, ça a été partagé d'ailleurs dans les dernières semaines, là, que les résultats des tests au niveau des jeunes étaient quand même très très fonctionnels. C'était relativement sécuritaire. Encore une fois, ça c'est un autre débat, on s'entend, là, mais que officiellement les tests cliniques montraient que le bassin de population qui n'était pas encore forcément vacciné, qui étaient les jeunes dans les écoles, qui était présentement une source assez importante, on s'entend, là, de la contamination actuelle liée à la COVID-19. Moderna avait des résultats qui étaient quand même assez probants sur le fait que ça fonctionnait plutôt bien. Encore une fois, on ne veut pas embarquer dans le débat là-dessus, mais ça montrait un élément favorable lié à Moderna. Moderna a également eu des ententes, étant donné que cette compagnie-là est américaine. Il y a eu des ententes là, pour la fameuse 3e dose, là, la dose de boost là, pour les personnes vulnérables en premier, bien évidemment, qui a été approuvée aux États-Unis. Ce n'est pas le cas en France, si je ne me trompe pas, mais encore une fois, une autre bonne nouvelle qui montre que malgré l'unicité de son produit, le besoin et la capacité de générer des revenus dans les prochains mois existe encore avec la vaccination des jeunes et des personnes vulnérables pour une 3e dose. Et également, comme on l'a dit, il y a beaucoup de bonnes nouvelles également, entre autres l'acquisition, et en fait pas l'acquisition, mais la volonté d'avoir un laboratoire de production au Canada. Ça a été annoncé il y a plusieurs mois. Ils veulent accroître leur capacité de production, et c'est un petit peu le point que, Gab, je vais te relancer la parole également là-dessus, mais c'est un petit peu l'élément clé dans pourquoi est-ce que Pfizer reste la plus grande compagnie pharmaceutique mondiale au niveau du moins au niveau des vaccins, même s'ils n'ont pas la même expertise en termes d'ARN messager, ils ont une capacité de production. Pourquoi est-ce que, et même Bancel le disait lui-même, la première vague et la première batch de vaccins, la première et la 2e dose, ça reste que Pfizer a été dominant. Ça reste que Pfizer a des prédictions, je crois, pour l'année prochaine, d'avoir 3 milliards de doses produites, alors que Moderna atteint seulement 2 milliards, si je ne me trompe pas. Donc, on arrive à un contexte où Moderna voit exactement où est-ce qu'ils en sont. Ils ont un excellent produit, ils ont une excellente expertise, et ils doivent trouver une manière de mieux le produire plus rapidement pour le besoin actuel, sans pour autant réduire leur capacité de production pour d'autres besoins. Puis je pourrais vous parler de quelques projets également que Moderna a. J'ai beaucoup lu sur Bancel, qui est un homme assez transparent également au niveau de sa compagnie et au niveau des projets. Là, je dois dire, là, pour les pharma qui sont basés sur les brevets et tout, là, j'avoue qu'il a publié beaucoup d'informations dans plusieurs médias, là, donc je pourrais vous partager ça par la suite. Mais on voit que ils ont bien compris où est-ce qu'ils se situent. Je crois, Moderna est un peu surpris de leur capacité d'être un peu le numéro 2 mondial de la vaccination liée à la COVID-19, mais sont bien conscients que ça prend plus de produits et ça prend plus de capacité de production et non juste de réorganiser nos pions au final de ceux qui développent des nouveaux produits vers la production de la COVID, pour le vaccin de la COVID-19, ça ne fonctionnerait pas. Donc, c'est bien de voir qu'il y a des chantiers qui sont mis en place dans des lieux clés comme le Canada qui, on s'entend, et je l'avais déjà dit, là,
on avait un problème assez drastique au niveau de notre capacité de production. Là. On dépendait de tout le monde, là, ce qui n'était pas très, très fonctionnel. Donc, je trouve qu'il y a des beaux projets qui sont mis en chantier par Moderna pour justement essayer, on l'espère, encore une fois, en tant qu'appréciateur de Moderna et de Bancel, qu'ils vont pouvoir atteindre un autre niveau digne de Pfizer. Mais c'est vraiment le point clé qu'il faut y avoir. Et puis là-dessus, Gab, je te laisse poursuivre effectivement là, sur la même ligne d'idée. Là. Oui, et puis merci en tout cas, JP. C'est vrai que je partage quand même pas mal ton opinion, évidemment, là, pour ce qui est de la capacité de fabrication. Après, c'est vrai que c'est pas comparable. Hein. On compare Pfizer, qui est une entreprise qui est née en 1850, si je ne m'abuse, donc qui a plus de 170 ans, évidemment une expertise, puis un nombre évidemment d'usines qui doit être considérable. Effectivement, en fait, statistiquement, ils ont près de 80 000 employés de plus Pfizer que Moderna, juste pour vous donner une petite idée, là, juste en termes de capacité de main-d'œuvre, en termes d'employés. Voilà, et puis, à mon souvenir, Moderna, c'est à peu près 1500 employés, donc évidemment, c'est négligible. Hein. 1500 employés, ça va très très vite, hein, surtout dans ce niveau-là. Après, je pense qu'ils ont quand même pas mal délocalisé, si tu veux, la proposition chez d'autres fournisseurs ou d'autres usines, donc en partenariat, tout en respectant ces brevets-là. Il faut rappeler aussi à nos auditeurs, évidemment, que malgré qu'il y ait un brevet, ça n'empêche pas qu'il y a évidemment une sécurité très importante qui est faite au niveau des vaccins, notamment évidemment une régulation par la FDA, donc, qui est la Food and Drugs Administration aux États-Unis, qui est très sévère et évidemment qui regarde bien en profondeur la sécurité d'un vaccin, évidemment, avant de l'approuver. On te rappellera d'ailleurs, si vous n'êtes pas vacciné, allez vous faire vacciner, s'il vous plaît, parce que moi j'en ai marre de rester encore à la maison, enfin, que tout ne soit pas réouvert. Donc ça peut être évidemment la façon de s'en sortir. Rendu là, vous faites ce que vous voulez, mais et c'est là où je trouve que Moderna a joué vraiment bien. Ils ont été très malins et très rapides à développer une technologie. D'ailleurs, ils ont respecté leurs engagements au niveau de leur timeline. Tu te souviens, Bancel, début 2020, il disait, bon, bah, dans 9 mois, on a un vaccin qui est prêt. C'est fou. Alors que d'habitude, ça prend des années. Et là, tu vois, ils ont été capables de déployer cette technologie-là pour le Covid en quelques mois, ce qui relève vraiment de l'exploit. Après, c'est sûr que le défi de la manufacture, évidemment, est toujours présent. On peut souligner évidemment l'expansion à l'international de Moderna, évidemment avec ce nouveau prix de l'action, évidemment cette nouvelle capitalisation boursière qui est faite, qui est de plus de 150 milliards si je me souviens. Des chiffres que j'avais, c'était complètement fou. Là. On est à 139 milliards de dollars. C'est beaucoup plus facile quand tu as cette capitalisation boursière-là d'aller te financer, permettre évidemment ton expansion internationale. Évidemment aussi quand tu as un risque réputationnel qui est beaucoup moins entaché, tu as la capacité évidemment d'aller chercher beaucoup plus d'argent auprès d'investisseurs, puis tu as une réputation. En financement public aussi. On s'entend, le projet au Canada est en grande partie imbriqué avec la volonté du gouvernement canadien, là, des libéraux sous Trudeau, là, mais de développer leur capacité au Canada. Là, donc, les fonds publics, quand tu as un beau brand, entre guillemets, là, mais que tu as encore une fois une bonne renommée dans quelque chose d'aussi précis et une expertise aussi ciblée que les pharma, là, je pense que ça aide énormément également ce côté-là. Là. Subventions et crédits de taxes, et on n'en parlera pas plus. Absolument. Puis, tu vois, quand notre ami, évidemment, Donald Trump, enfin, notre ami, c'est une façon de parler, vous m'avez compris, nous a fait de façon simple, évidemment, un chèque à Moderna pour pouvoir financer leurs recherches. Évidemment, ça les a beaucoup aidés. Tu vois, même quand on regarde un peu les chiffres en détail, je suis allé décortiquer un peu leurs états financiers, un peu pour en savoir un peu plus. Tu vois, leurs revenus avant la Covid, donc avant 2019, bah, tu vois que c'est une entreprise qui est en démarrage. Pas de profit, un net income, donc un profit évidemment après impôt qui était toujours négatif, donc entre moins 200 millions de dollars, tu vois, donc vraiment des chiffres étaient dans le rouge. À aujourd'hui, tu vois, un positif, tu vois, qui va dépasser le 20 milliards. Donc, tu te rends compte que là, en termes de revenus, c'est considérable. Donc, 20 milliards de revenus, 12 milliards de profits en estimé pour 2021. Donc,
c'est des chiffres évidemment qui, à notre échelle, à nous, paraissent évidemment énormes. Mais il faut se dire que c'est des années évidemment de développement, de technologie et de recherche. Donc c'est vrai que c'est ça que je trouve assez impressionnant avec cette compagnie-là, vraiment cette capacité à prendre de l'expansion, et ils viennent de nulle part, on l'a bien dit. Tu avais les grandes, la pharma, on a parlé de Merck il y a quelques semaines, qui ont mis beaucoup de temps déjà à pouvoir se déployer. Là tu vois qu'un nouveau joueur, Moderna, va prendre son envolée, puis va être capable, je pense, de rivaliser d'ici quelques années avec les grands noms du Big Pharma, là. Exact. Puis tu sais, moi, je le vois un peu sous l'axe de voir si BioNTech n'avait pas eu un partenariat avec Pfizer, on aurait pu voir un peu la même chose. BioNTech, c'est un peu le Moderna qui s'est finalement imbriqué dans un partenariat avec Pfizer au final. Mais c'est un petit peu la même vision qu'on aurait pu avoir. C'est deux compagnies qui avaient des expertises, parce qu'on s'entend. Le RNA, l'ARN messager que Pfizer utilise, c'est BioNTech qui avait l'expertise. C'est BioNTech qui avait, au même titre que Moderna, développé quelque chose de solide. Pfizer ont toujours fait des vaccins qui, encore une fois, et c'est un petit peu ça qui leur complique la tâche maintenant, mais c'était des choses qui n'étaient pas du tout basées sur l'ARN messager. C'est l'avenir, on le sait, c'est ce qu'ils veulent développer, c'est ce qui semble être le plus effectif et opérationnel. C'est ce qui permet également de faire des vaccins croisés pour des besoins combinés, puis j'en parlais sous peu avec Moderna, là, qui se lance dans des projets quand même assez intéressants, mais c'est exactement ça. Moderna, c'est un petit peu le BioNTech, mais qui a décidé de prendre de son envol. Il était déjà public, il faut dire, cette compagnie-là, comme Gab, tu le disais, donc c'est certain que ça n'allait pas devenir un partenariat avec Pfizer, là. Mais ça montre quand même assez bien le fait que des petites compagnies dans le monde des pharma, on le dit souvent, si un projet fonctionne, s'ils sont capables d'avoir la production, s'ils sont capables d'avoir l'autorisation liée à un produit, et qu'ils ont la capacité de le produire par la suite pour le vendre, ben, des compagnies peuvent effectivement partir d'absolument rien et devenir quelque chose. Comme à l'opposé, une compagnie peut être montée en grande pompe et au final, leur brevet ne fonctionne pas, leur produit ne tombe jamais sous tablette ou dans les hôpitaux, peu importe, et cette compagnie-là est vouée à, encore une fois, essayer de faire d'autres brevets éternellement avec presque un penny stock, là. Donc c'est là où c'est beau de voir que Moderna, effectivement, a réussi son coup et, comme tu l'as dit, avec ils s'en sortent, encore une fois, comme la majorité des compagnies pharmaceutiques liées à la COVID, s'en sortent très bien liées à ce problème-là. Là, on va se dire les vraies affaires. Il y a plusieurs industries qui étaient affectées. On ne reviendra pas sur les croisiéristes pour ne pas qu'on se batte en live comme non, toujours. Là, ça suffit. Des croisières. Ça suffit. Ça reste qu'il y a des industries qui ont été affectées négativement et les pharmas s'en sont très bien sortis. Ce que je voulais faire, dernier point, avant que je te lance à nouveau la balle, Gab, là-dessus, c'était justement vous soulever le fait, j'ai parlé du problème de production, avec le fait qu'il y avait des projets qui étaient mis à travers le monde, dont le Canada, là, pour Moderna. Je voulais aussi soulever le deuxième point qui était l'unicité de leurs produits, qui était leur gros défaut et qui était un petit peu appréhendé par les investisseurs. Eh bien, ils vont de l'avant avec d'autres choses. J'ai lu, et j'avoue que c'est encore une fois Bancel, je l'ai dit, là, dans toute sa transparence, qui a mentionné que d'ici 2023-2024, le but était de mettre en place, à l'aide de la technologie de l'ARN messager, un vaccin combiné pour la grippe et la COVID-19. Donc, au final, on s'entend, le vaccin pour la grippe, vous avez probablement des grands-parents qui l'obtiennent à chaque année, autant en France, c'est la même chose au Canada. Eh bien, ce qu'ils voudraient faire, c'est développer quelque chose de combiné qui serait au même titre que les personnes se font vacciner pour la grippe. Ben, vous iriez directement obtenir à la fois la grippe et la COVID. Ils parlaient même d'y aller avec la grippe, la COVID et les problèmes respiratoires aigus. Donc, à cause de la technologie d'ARN messager, ils ont la capacité d'aller croiser justement des besoins avec un seul et même vaccin. Et ce que je disais, c'était cette volonté-là de faire des vaccins combinés pour des besoins distincts. Moderna a la capacité de le faire, Pfizer veut le faire, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de ARN messager pour la grippe ni pour les maladies respiratoires. Et je l'ai dit tout à l'heure, Moderna a l'avantage d'être des experts en ARN messager. Pfizer ne l'est pas. C'est BioNTech qui ont amené l'ARN messager au niveau de la COVID, mais pas au niveau de la grippe, etc. Donc, Moderna a un avantage concurrentiel énorme s'ils sont capables, d'ici 2023-2024, comme c'est la cible, de mettre en place un vaccin combiné pour la grippe, les maladies respiratoires aiguës, la COVID, etc. Pfizer n'a pas la capacité présentement. C'est pas du tout, encore une fois, dans les plans, et c'est là où j'ai vraiment un certain intérêt à voir qu'est-ce qui va arriver, pas tant dans les prochains mois, mais dans les prochaines années, d'ici 2023, 2024, 2025. Qu'est-ce qu'on va parler de cette relation-là? Est-ce qu'on va parler d'un clash de puissance entre Moderna et Pfizer, alors que moi, personnellement, présentement, assis sur ma chaise en train de faire un podcast, j'aurais jamais pensé que Moderna pourrait atteindre ça, mais en voyant les projets qui sont en place, et comme je l'ai dit, l'expertise également de Bancel et de toute l'équipe au Massachusetts, on dirait que the sky is the limit. Tant que cette compagnie-là continue à être sur les rails, tant que cette compagnie-là continue à avoir la faveur du public, la faveur du privé, la faveur des gouvernements,
Je me dis, il n'y a rien rien qui peut être mauvais. Et encore une fois, c'est une compagnie, c'est important de le soulever, une compagnie américaine. Et s'il y a bien un intérêt pour les Américains, c'est d'encourager, et on l'a vu avec Johnson Johnson, qui était probablement le pire vaccin possible, mais qui a été offert à des millions et des millions d'Américains. Ils vont être supportés Moderna par le gouvernement américain de manière continue pour toujours, tant qu'ils sont basés aux États-Unis. Donc, encore une fois, je vois beaucoup ça comme étant sky's the limit pour cette compagnie-là. Ouais, et puis pour terminer, JP, moi, je partage ton opinion encore une fois sur les possibilités d'expansion de Moderna. Très intéressant, j'avais lu qu'effectivement aussi qu'ils voulaient potentiellement aller vers évidemment des technologies puis des maladies, de la prévention. C'est ça qui est cool avec l'approche du vaccin, c'est que tu préviens, c'est qu'au lieu d'utiliser des traitements qui sont souvent lourds, coûteux, aussi qui endommagent évidemment grandement la vie d'un patient. Et je pense par exemple au cancer qui demande évidemment un traitement souvent en hormonaux ou en chimiothérapie, voire en radiothérapie. Là, ça dépend évidemment des types de cancers qui sont évidemment très lourds pour le patient, tu vis pas de la même façon. On le voit aussi par exemple quand pour des patients par exemple qui sont sous dialyse, tu vois, où c'est très t'as pas de vie, t'es en dehors évidemment de ton traitement, donc c'est pour éviter, je pense que la prévention et l'approche de dire nous on préfère prévenir au lieu que guérir, je pense que c'est une approche qui est payante et qui est moins chère aussi en termes de coût général, en tout cas de l'hôpital, parce que c'est une réflexion qui se pose de plus en plus, surtout dans les systèmes de santé gratuits, mais évidemment payés par le contribuable pour le coup. Donc c'est vraiment des réflexions moi qui m'intéressent. Donc, Moderna a parlé par exemple du VIH, éventuellement d'aller créer avec de l'ARN messager, travailler pour traiter ce sale virus qui est le VIH, mais aussi pour la grippe, donc tu l'as bien dit, aussi pour le cancer, etc. Donc c'est très volatile et puis c'est très flexible cette technologie-là, et je pense que ça peut être très intéressant, et je suis persuadé qu'on va en entendre parler encore dans les 50 prochaines années pour le coup. Là, et je souhaite, et je pense que tout le monde souhaite que cette technologie-là, évidemment, prospère et puis soit fonctionnelle et soit fiable. Elle l'a déjà montré, je pense, avec les premiers résultats qu'on le voit avec la Covid, avec des résultats hyper impressionnants, même sur des variants, tu vois, même après des mutations génétiques qui sont majeures. On a entendu parler du Delta, on avait très très peur du Delta il y a quelques semaines. On a l'impression que le Delta régresse partout, parce que ce vaccin-là est efficace. Et merci Pfizer, merci Moderna, vous avez fait un job incroyable. Et je pense qu'ils sont responsables évidemment d'avoir épargné des millions de vies aujourd'hui dans le monde. Donc, exactement. On vous laisse encore une fois faire votre avis sur le clash entre, encore une fois, c'est là où c'est curieux, mais le clash entre la vie humaine et les revenus absolument fastidieux que les pharma se font. Là. Il y a des personnes qui... encore une fois, ont cette vision-là, il faut le dire, mais encore une fois, est-ce que c'est bien? La santé, encore une fois, c'est la base de tout, donc ce clash-là va rester, encore une fois, peu importe votre opinion, on la respecte bien évidemment, là, mais c'est certain que c'est un oligopole que les pharmaceutiques mondiales, en termes du moins là, de vaccins, si on doit le dire. Là. Puis dernier point que je voulais dire pour aujourd'hui, quel désaveu quand même pour les autres laboratoires, quand tu vois, surtout particulièrement pour les Français, on aurait pensé que Pasteur et Sanofi, qui étaient quand même des leaders mondiaux du pharmaceutique, auraient été capables de développer quelque chose, peut-être pas avec de l'ARN messager. C'est vrai que la technologie ARN messager est nouvelle, on la connaît encore assez mal, par exemple avec des vaccins dits traditionnels où on t'injecte réellement le virus, puis tu produis des anticorps, en fait, comme c'est un peu le principe de la vaccination. Rendu là, je vais pas trop dans les détails parce qu'il y a l'histoire de protéines, etc. J'ai un peu lu là-dessus sans vraiment trop comprendre, évidemment, comment ça fonctionne en pratique. Mais quel désaveu. C'est là où tu vois que c'est malheureux, mais il n'y a que aux États-Unis, puis dans quelques pays, par exemple l'Allemagne, qui a beaucoup investi, si tu veux, dans la recherche, qui a investi 2 fois plus au niveau de son pourcentage de son PIB que la France dans la recherche. Tu vois qu'on est largué, quoi. On n'a pas été capable d'investir alors qu'on a l'infra, on a probablement l'expertise, mais les savants ne veulent pas, et puis il n'y a pas assez d'argent, si tu veux, pour développer des technologies aussi rapidement. Il n'y a pas assez de profitabilité aussi.
Parce que les Américains, c'est vrai que comme les vaccins et les médicaments sont beaucoup plus chers aussi dans leur pays, on ne rentrera pas dans le jeu évidemment des assurances, etc., du système de santé américain qui est un bordel sans nom, pardon pour le langage châtié. Mais tu ne fais pas d'argent en Europe, donc tu ne peux pas développer des médicaments. On a pensé en France, on a un culte, si tu veux, du tout générique qui fait que aujourd'hui les biopharmaceutiques ne peuvent pas investir en France parce que ce n'est pas rentable. Tu ne fais pas de profit. Et donc c'est des réflexions, je pense, qu'on va se poser dans les prochaines années. Et le fait qu'un type aussi brillant qu'il soit comme Bancel décide de tout quitter pour aller aux États-Unis, franchement, c'est quelque chose, il faut se poser des questions. Et comment on va agir, rendu là, ça c'est aux décideurs politiques de le décider. Effectivement, mais c'est une bonne manière effectivement de clôturer là, ce premier segment-là. Donc moi j'ai absolument rien d'autre à rajouter effectivement là, qu'on espère en reparler de cette compagnie-là encore une fois là, dans les prochains mois ou prochaines années. Là, on verra, le podcast n'est pas à sa dernière publication, donc vous risquez d'en réentendre parler. On espère effectivement, comme toujours, là, que tout le monde, du moins pour un petit segment COVID, là, que tout le monde se porte bien. Et comme Gab, tu l'as dit, là, que vous prenez des décisions adéquates pour votre volonté, mais également pour la volonté de la société. Donc, ça clôture le premier segment. Passons maintenant au deuxième segment. Encore une fois, on l'a dit, là, on vous fait un dans vos poches pour la première fois depuis un petit moment. Parfait. Donc, le sujet, comme j'ai dit au tout début, là, c'est Gab qui l'a proposé. Super intéressant d'en discuter. C'est également quelque chose d'assez cohérent avec les périodes actuelles. Il y a beaucoup de publications de résultats. On s'entend, c'est des trimestriels pour la majorité, mais ça reste quand même que c'est intéressant pour ceux qui veulent du matériel et on le disait, là, qui ont l'intérêt pour lire là-dessus. Là, vous avez beaucoup probablement de potentiel d'aller regarder ce qu'on va parler aujourd'hui et de l'appliquer exactement dans des résultats trimestriels, par exemple, ou dans des résultats annuels, bien évidemment, de certaines compagnies. On veut parler de dividendes versus rachat d'actions. J'avoue que c'est une opposition et un clash quand même assez intéressant avec des divergences qui sont quand même assez minimes mais très cohérentes, entre autres sur une partie fiscale. Donc ça, je vais te laisser, Gab, là, je sais que tu es un adepte de cette partie-là, je vais te laisser peut-être faire cette introduction-là également là, au courant du segment, là, mais je te passe là-bas tout de suite là, pour parler de ces deux options-là qui sont encore une fois dans les mains des compagnies, là, qu'ils ont un petit peu la capacité pour, et on va faire la différence là, entre une start-up et un blue chip, là, mais pour les compagnies qui en ont les moyens et qui ont la capacité avec des résultats qui ne vont pas réinvestir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça, dividendes ou rachat d'actions? Qu'est-ce que tu as ajouté et peut-être faire une petite introduction des deux là, avant d'entamer avec ce que selon moi je crois tu as quand même un intérêt supplémentaire pour l'un des deux. Oui, merci JP. Puis c'est une bonne question et moi je voulais en parler aujourd'hui parce que c'est un sujet que je trouve particulièrement intéressant. Pour être tout à fait transparent avec toi, JP, c'est que c'est un sujet que j'ai vu il y a quelques semaines en cours, enfin revu parce qu'évidemment je connais ça, enfin en tout cas je le souhaite. Sinon je ne vais pas avoir la note de passage, mais enfin, je pense quand même avoir quand même suffisamment de grains à moudre, en tout cas sur ce sujet-là. Ce qui est intéressant, en fait, de manière générale, quand une entreprise elle fait du bénéfice, donc c'est-à-dire que ses revenus, et puis ensuite elle est payée ses dépenses, elle se retrouve avec un profit. Évidemment, il y a une portion pour les impôts, là on ne rentre pas trop dans les détails, mais elle a deux choix. Soit elle peut réinvestir cet argent-là, donc c'est rendu là, elle va garder l'argent en cash, puis elle va acheter ou financer de nouveaux projets. Donc par exemple, exemple de Moderna qu'on vient de signaler juste précédemment, par exemple de construire des nouvelles usines avec cet argent-là. Soit elle peut décider de relever de la dette ou par exemple de relever de l'argent auprès de nouveaux investisseurs. Soit il y a une autre option, c'est de dire écoute, on pense qu'il n'y a pas de projet fiable ou viable pour l'instant dans cette entreprise-là. On décide de ressortir de l'argent de la compagnie. Et ça s'est fait principalement la plupart du temps en fait par un dividende. Alors, le dividende, on l'avait déjà expliqué. Je pense que d'ailleurs on en avait déjà fait un épisode là-dessus. Absolument. Sur les Première saison, oui. Mm-hmm. Et les dividendes, essentiellement, c'est un montant d'argent qui est égalitaire en fait pour chaque détenteur d'action. C'est-à-dire qu'une action donne droit à un dividende la plupart du temps. Et ce montant-là, vous le recevez sur votre compte de courtage, ou soit vous le recevez sous forme de chèque, ça dépend rendu là de comment ça marche chez vous. Mais cet argent-là,
de façon sommaire, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Soit vous pouvez racheter des nouvelles actions de l'entreprise, si vous voulez décider de réinvestir dans l'entreprise, soit vous pouvez acheter une autre action, l'utiliser pour faire ce que vous voulez. Et en tout cas depuis les années 70, quand même, c'est une tendance qui se maintient. Il y a une alternative qui existe, et cette alternative-là, c'est les rachats d'actions. Alors, les rachats d'actions, en fait, c'est que tout simplement, au lieu de distribuer, si tu veux, de manière égale du capital, donc c'est-à-dire, par exemple, on va donner 2 dollars par action, on va redonner ce montant-là par action, un rachat d'actions, c'est-à-dire que l'entreprise, elle va sortir de l'argent, parce que ça sort de ses livres, évidemment, elle n'a plus l'argent, et elle va diminuer le nombre d'actions en circulation. Donc, ce qui est intéressant avec les rachats d'actions, c'est souvent la motivation première des managers, ou en tout cas des exécutifs d'une entreprise, c'est que c'est anti-dilutif. C'est-à-dire que tu réduis le nombre d'actions en circulation. Et pourquoi ça, c'est bien ? Pour une raison principale, c'est que le bénéfice, il est toujours exprimé sous forme par action. Or, comme tu réduis le dénominateur de ton équation, ça veut dire que ton profit par action, il augmente. En revanche, si on est de manière générale, on réfléchit vraiment sur la valorisation de cette entreprise, normalement, le raisonnement devrait être le même. Parce que dans tous les cas, on a juste sorti des sous de l'argent, que ce soit 200 millions donnés sous forme de dividendes à tous les actionnaires, ou que tu aies sorti 200 millions pour acheter certaines actions de ton entreprise, ça reste la même chose. Ça reste évidemment de l'argent qui est en moins dans la valeur nette de l'entreprise. Exact. Puis tu sais, un des points que je trouve intéressant, c'est justement, tu l'as bien soulevé au tout début, là, le fait que le dividende est une vision un peu ancestrale de quelque chose qui fonctionne super bien. J'avais sorti une stat là, depuis 1932. Le dividende a contribué à 1/3 des retours total sur les stocks américains, et le 2/3 était pour le gain en capital, là, la croissance de dire j'ai acheté à 20$ US, maintenant ça en vaut 40. Techniquement, le dividende, c'était quand même 1/3 du rendement que les investisseurs ont obtenu sur les stocks américains. Donc, depuis 1932, on l'a dit, et tu l'as bien dit, c'était la tangente la plus courante. On donnait un dividende, c'était périodique. Plusieurs personnes s'intéressaient, par exemple, aux compagnies, entre autres aux compagnies financières ou aux blue chips, qui avaient des habitudes d'avoir des croissances un peu moins intéressantes de leur cours, mais qui, en contrepartie, offraient des dividendes périodiques qui étaient intéressants. Donc, ça devenait une forme de rémunération quand même assez intéressante et moins volatile à un certain niveau. Encore une fois, je dis ça avec un petit astérix tout de même, là, que des compagnies qui ne donnaient pas de dividendes et étaient, encore une fois, basées en grande partie en tant qu'investisseurs sur le gain en capital. Le rachat d'actions, par contre, ce que je trouve intéressant, et tu l'as bien soulevé, c'est que ça a quand même un effet favorable sur le calcul de la majorité des ratios qui sont utilisés par des analystes un petit peu en herbe, là, des personnes qui s'intéressent à l'investissement par eux-mêmes, mais également aux analystes de grandes firmes d'investissement institutionnels. Donc, ça a un effet favorable sur les calculs financiers, mais également un effet un petit peu subliminal, d'une certaine manière, sur la vision des marchés des investisseurs, qui est, si la compagnie, plutôt que d'offrir un dividende, préfère racheter son titre, eh bien potentiellement, parce que la valeur du cours est intéressante en termes de rachat. La compagnie n'achèterait pas leur cours ou leur stock. C'est comme si c'était sous-évalué, en fait. Exactement. Donc, ça offre, encore une fois, une vision un petit peu de dire, si, par exemple, on dit n'importe quoi, si c'est 20$ et la compagnie rachète des paquets de millions à 20$, potentiellement que moi, en tant qu'investisseur de mon petit côté, ou peut-être j'ai un 40$ à mettre sur une action, peut-être que ça m'intéresse de dire, si cette compagnie fait ce move-là et qu'ils trouvent que financièrement, c'est favorable pour eux, clairement, je pourrais voir une potentielle croissance à l'avenir. Peut-être que j'ai des informations que je n'ai pas, et c'est la compagnie, encore une fois, qui a des informations privilégiées qui ne sont pas publiques. Peut-être qu'ils connaissent quelque chose que je ne sais pas et ils trouvent que c'est le bon moment de le faire à 20$. Il y a une tendance, encore une fois, une espèce de vision haussière, et c'est ce que j'aime avec la vision du rachat d'actions par rapport aux dividendes. C'est tu l'as dit, plus récent, mais également, j'aime la logique de l'effet sur les marchés, de l'espèce de lunettes roses que ça met au niveau des investisseurs face à une compagnie, justement, sur le fait que les ratios physiques calculés sont plus favorables et qu'en plus, de manière un petit peu dans les airs, ça nous donne une idée de dire la compagnie trouve que c'est le temps de racheter leur stock pour réduire, comme tu l'as dit, la quantité d'actions en circulation. Ça veut aussi dire quand même un élément assez favorable. Donc, j'aime cette vision-là, et un des points que je trouve que, encore une fois, peut-être que mon opinion transparaît un petit peu là-dessus, je dois dire, là, avec le fait que je préfère et j'apprécie quand même beaucoup la logique des rachats d'actions, c'est également le fait, comme on l'a dit, les compagnies qui ont des bénéfices non répartis et qui prennent la décision entre un dividende
ou un rachat d'actions, mais c'est souvent des compagnies qui sont vraiment plus... leur croissance du cours d'action est plus tranquille. On l'a dit, c'est des blue chips, là, c'est des compagnies comme Microsoft, etc., par exemple, ou Walmart, que on ne s'attendra pas à ce qu'ils fassent des rendements de 75% en une année, on s'entend. Par contre, les rachats d'actions, comme on l'a dit, mais ça amène quand même beaucoup, ça amène un questionnement, si on peut dire, sur est-ce que je vois peut-être pas ce que je pense au niveau de du potentiel de croissance du cours. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est que ça vient déconstruire un petit peu le concept des blue chips qui est, en tant qu'investisseur un peu, ben, je mettrais mes quelques dollars là-dedans, puis je prendrais ma retraite dans 50 ans. On dirait que c'est un petit peu ça qu'on voit avec des blue chips, mais on dirait que le stock buyback, les rachats d'actions, là, ça amène un petit peu le fait de dire peut-être que je devrais me questionner sur la capacité de cette compagnie-là à innover et à avoir à long terme une croissance plus impressionnante que ce que j'aurais pu penser de son cours au niveau de son action. Ouais, et puis c'est vrai que tu l'as bien dit, JP, que ce soit au niveau des rachats d'actions, des dividendes, ce qui est intéressant, c'est que les deux amènent des signaux de marché. On appelle ça du signaling ou de marché qui est différent. C'est vrai que souvent, le dividende, il a un aspect, entre guillemets, un peu grand-père. Ça veut dire que l'entreprise est stable, elle est capable de donner ce montant régulier. On dit souvent d'ailleurs que les dividendes sont dits sticky, c'est-à-dire collants en français, pardon pour l'anglicisme, mais c'est le terme exact. Les sticky dividends, c'est que cette possibilité, si tu veux, que ne bouger un dividende, ça a un impact significatif. Ça veut dire vraiment que l'entreprise, par exemple, quand elle coupe son dividende, ça va mal. Ça veut dire que tu n'es pas capable de, d'être capable d'assumer ce paiement-là. Un peu comme un paiement, par exemple, sur un prêt bancaire. Et c'est pour ça que souvent, le dividende a aussi cet effet, on va dire, de contrôler les managers, de s'assurer que... Un peu fardeau, hein. C'est ça, il y a ce côté un peu... ce fardeau, entre guillemets, qui fait que le manager, il n'a pas le choix d'aller chercher de la rentabilité pour les actionnaires. Parce que, on le rappelle, la mission d'une corporation dans son... Enfin, c'est depuis en tout cas les premières corporations au XVIIe siècle aux Pays-Bas, ou au XVIe, pardon, là je serais perdu pour les dates, vous m'excuserez, ben c'est vraiment d'aller chercher de la valeur pour ses actionnaires. C'est la mission d'une entreprise. Et c'est vrai que cet intérêt, si tu veux, du dividende, c'est comme c'est sticky, ça te force, ça te donne un bâton, entre guillemets, par les actionnaires, donc si tu veux, pour contrôler l'attitude, si tu veux, des gestionnaires. De l'autre côté, c'est vrai que le rachat d'actions, comme il est beaucoup plus flexible, on le rappelle, la plupart du temps, ces opérations de rachat d'actions, ils peuvent se faire la plupart du temps par open market, c'est-à-dire comme vous achetez des actions dans votre compte de courtage, la société le fait. Elle le fait par son propre cours. Évidemment, c'est plus complexe, il y a des jeux comptables que je ne rentrerai pas dans les détails, et puis ce ne serait pas très intéressant, honnêtement. Qui fait que, tu vois, tu peux le faire en quelques minutes, c'est facile, c'est flexible, c'est-à-dire à part avoir une autorisation par le conseil d'administration pour une certaine quantité maximale dans une année, ils ont besoin de rien faire. C'est très facile, ils peuvent le faire à n'importe quel moment et c'est flexible, c'est-à-dire que si jamais vous n'avez plus envie de les racheter, l'entreprise elle a plus assez de liquidité par exemple, elle peut annuler ça, alors que le dividende, tu n'as pas le choix de le verser et c'est vrai que si tu l'annules, ça fait très mauvaise presse. Donc c'est intéressant. Autre avantage, je dirais, du rachat d'actions, c'est vrai que le rachat d'actions est flexible, c'est-à-dire que si vous êtes un actionnaire qui souhaitait se divestir de cette entreprise-là, donc c'est-à-dire quitter en vendant votre action du marché, en tout cas pour cette entreprise-là, vous le faites avec la compagnie. C'est comme si vous tradiez avec un autre investisseur, sauf que c'est la compagnie. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est sélectif, alors que le dividende, tout le monde est établi au même rang. T'as pas ce côté un peu de préférence d'investisseur qu'on peut avoir avec le rachat d'actions. C'est un autre avantage. Dernier, puis je pense que c'est le plus important, puis je pense qu'on pourra passer un peu plus de temps là-dessus, JP, parce que ça a été une des motivations qui a fait qu'aujourd'hui les rachats d'actions sont de plus en plus importants. Tu vois, aujourd'hui, c'est quasiment la moitié des corporations du S&P 500 qui donnent des rachats d'actions, alors que dans les années 80, tu vois, c'était aux alentours des 25 à 30%, contre les dividendes qui, eux, ont vraiment baissé. Avant, c'était environ 80% des firmes du S&P 500 qui ont versé. Aujourd'hui, c'est environ 50%, et il y a eu un creux en fait, avant la réforme fiscale, et tu vois, j'en jette un mot, dans les années 2000 sous Bush,
où c'était baissé à un peu moins de 30%. Donc, tu vois, c'est une tendance qui se maintient. Et donc, on en a dit déjà un mot. C'est vrai que c'est la fiscalité, je pense, qui est souvent l'échelon qui va être important. Exact, c'est le point de distinction principal pour les investisseurs, encore une fois. En fait, je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de grandes surprises dans la manière dont on va l'introduire maintenant, parce que si vous avez bien suivi les dernières minutes, c'est assez cohérent avec le fait que la manière dont un dividende, et encore une fois, on n'entendra pas une discussion là, avec les différents comptes d'investissement avec des avantages fiscaux, là, parce que c'est pas pareil d'un pays à l'autre, vous le savez. Officiellement, un dividende qui serait versé, c'est une forme de rémunération, et encore une fois, la fiscalité fonctionne comme étant un revenu de dividende. En contrepartie, comme on l'a dit, si je suis quelqu'un qui obtient un bénéfice lié à un rachat d'actions, mais c'est le fait qu'à terme, comme on l'a dit, dans le temps, eh bien, cette action-là de la compagnie va faire en sorte que le cours et la valeur de mes actions que je détiens va augmenter. Donc, d'un côté, on a les revenus de dividendes, que c'est bien clair, c'est un dividende, je suis imposé sur ce dividende-là. Et alors que de l'autre côté, c'est seulement le gain en capital. Au final, c'est un ajout dans le gain en capital que j'ai eu pour l'instant au niveau de la compagnie qui va se refléter dans ma détention de ces titres-là. Encore une fois, comme on l'a dit, c'est assez simple. Encore une fois, lequel est le plus favorable, tout dépend encore une fois de la fiscalité de chacun des pays. Là, il y a une tendance que je vais te laisser, Gab, peut-être mentionner là, au niveau de l'intérêt entre un revenu de dividende et un gain en capital, là, bien évidemment en termes d'investissement d'actifs. Par contre, c'est certain que d'un côté comme de l'autre, ce qui est pertinent de se souvenir, c'est que ça reste qu'il y a quand même un avantage fiscal qui en déduit des deux côtés. Donc ça reste, et c'est le point clé, là, ça reste que c'est un avantage, peu importe le format pour les investisseurs. Encore une fois, la prépondérance et la croissance des rachats d'actions, encore une fois, montre que c'est quelque chose qui semble plaire à tout le monde, parce que tu l'as bien dit, si la mission d'une compagnie est de faire de l'argent pour les investisseurs, la tangente d'avoir moins de dividendes en termes de pourcentage par rapport au rachat d'actions, ça veut tout dire sur le fait qu'il y a quand même une entente collective en termes de santé financière de la compagnie vue par les dirigeants et par les actionnaires, que c'est quelque chose de plus intéressant, encore une fois. Moi, j'abonde un peu dans ce même sens-là, encore une fois, et je crois que c'était assez clair également de mon côté. Là. Oui, et puis en fait, la principale différence, en fait, c'est au niveau du dividende, c'est souvent dans la plupart des systèmes fiscaux, par exemple canadiens, le dividende est traité comme un revenu ordinaire. Donc c'est imposé au taux marginal d'imposition, donc c'est-à-dire votre taux de votre tranche, en fait, sommairement. Donc c'est cher. D'autant plus que le dividende, il a déjà été taxé une première fois dans les revenus de l'entreprise. Parce que on n'oublie pas, mais l'entreprise, elle paye évidemment un impôt sur les sociétés. Donc vous payez comme 2 fois des impôts. Sauf que vous ne le voyez pas, mais vous le payez quand même. Donc si tu veux, c'est un des gros problèmes en tout cas du dividende. Alors qu'en rachat d'actions, comme il s'agit d'une vente et donc d'un gain en capital, le gain en capital, il est traité différemment. Souvent, il est traité même à un taux d'imposition qui est moins cher pour une raison simple, c'est que les gouvernements, ce qu'ils veulent, c'est que les entreprises réinvestissent, produisent de la croissance. Donc, c'est pour ça que le dividende, comme on sort de l'argent puis on laisse tomber, souvent, il est un peu moins intéressant fiscalement. Encore une fois, ça dépend des pays. C'est vrai qu'il y a une tendance à l'harmonisation fiscale. Maintenant, aujourd'hui, avec la plupart des conventions internationales et puis des conventions fiscales, les Américains ont quand même une règle qui est assez intéressante, c'est que effectivement le gain en capital jusqu'à très récemment, en fait jusque dans les années 2000 aux États-Unis était vraiment hyper intéressant. C'est la raison pour laquelle les stock buybacks, donc les rachats d'actions, sont devenus aussi populaires. Versus les dividendes qui étaient traités comme du revenu ordinaire. Donc tu ne payais que 20% d'impôts versus 32 et des poussières aux États-Unis. C'est plus le cas. Aujourd'hui, la plupart des revenus de capital, par exemple aux États-Unis et en France, qui est un excellent exemple, ils sont traités effectivement avec une flat tax, donc avec une imposition unique. Ce qui est intéressant aussi en France, c'est que, alors là, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais vous avez le choix du barème. C'est que si vous préférez payer l'impôt sur votre tranche marginale, votre taux marginal d'imposition, vous le pouvez, ou soit décider de payer la flat tax. Donc, tu vois, la flat tax, c'est vraiment comme l'impôt maximal qui peut être chargé sur tes revenus d'investissement. Donc, c'est vrai que la pertinence, si tu veux, des deux est devenue un peu moins intéressante. Enfin, en tout cas, la différence est un peu moins notoire depuis que maintenant les règles fiscales ont tendance à s'harmoniser parce que les gouvernements et les décideurs politiques sont au courant que maintenant les compagnies versaient un peu plus de stock buyback à l'époque juste
pour faire plaisir aux investisseurs parce que c'était plus avantageux fiscalement. Fiscalement, oui. Exact. Après, ça dépend aussi, et là, rendu là, on pourrait en parler pendant des heures, mais les investisseurs institutionnels ne payent pas d'impôts, par exemple, sur les dividendes. Donc, quand vous avez une entreprise qui est très concentrée avec des investisseurs institutionnels, souvent, ils préféreront avoir un dividende, par exemple, un dividende spécial, au lieu d'avoir un rachat d'actions qui, lui, pour le coup, va entraîner des conséquences fiscales. Je ne veux pas perdre tout le monde parce que c'est vrai que c'est un sujet complexe, mais je pense qu'il méritait d'être souligné en tout cas. D'être soumis, puis encore une fois, ça respecte absolument ce que tu mentionnais sur la mission d'une corporation qui est d'enrichir les investisseurs. Donc, est-ce qu'on est étonnant qu'il y ait un peu un jeu de coulisses à choisir entre un stock buyback et des dividendes pour favoriser encore une fois les poches du bassin d'investisseurs et comme tu l'as dit, est-ce que c'est en majorité des petits investisseurs ou des investisseurs institutionnels? Ça ne surprend personne, selon moi, qui est à l'écoute du podcast présentement. Donc, on espère d'ailleurs, c'est ce qui va probablement conclure le podcast. On espère que c'est quelque chose qui va du moins vous parler. Là, si vous avez un intérêt et que vous avez tendance à aller lire les états financiers, on espère que vous allez porter attention aux capitaux propres des compagnies maintenant et non seulement de regarder les actifs et les passifs. Il ne faut pas les oublier ceux-là et ça a un impact quand même assez considérable, comme vous pouvez le voir, autant sur la poche des investisseurs, mais également sur la vision plus globale des compagnies qui sont listées. Je pense que ça a une grosse pertinence. Donc, merci Gab à nouveau pour le sujet du Dans vos poches. Et c'est également par le fait même que je te repasse la parole pour faire le mot de la fin, encore une fois, pour nous passer à la semaine prochaine déjà. Oui, et puis n'oubliez pas évidemment de partager notre podcast si ça vous a plu, à liker évidemment la vidéo sur YouTube et de mettre un commentaire si vous souhaitez nous partager vos opinions ou en tout cas vos commentaires, suggestions. Vous le savez, on les lit tous et on répond à tous les commentaires. Vraiment, j'y tiens, c'est hyper important. Vous le savez, au niveau des plateformes de podcast audio, on est disponible sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, etc. Je me souviens plus de toutes parce qu'il y en a beaucoup, mais normalement... Overcast, effectivement, mais encore une fois, je crois que pour la majorité de l'auditoire, c'est Apple Podcast de l'autre côté de l'Atlantique et Spotify pour le Canada et les États-Unis. Ouais. Et c'est également ceux, on doit le soulever, ceux qui sont également les plus simples à obtenir des données. Là. C'est ce qui nous a quand même assez fasciné depuis un mois ou deux, là, quand Gab a pu obtenir un peu plus d'informations. Là, j'avoue qu'on vous remercie à nouveau pour vos écoutes. Là. On lit, je crois, à chaque semaine depuis qu'on a maintenant un meilleur visuel sur les personnes qui nous écoutent. Là. C'est quand même assez impressionnant de voir tout le chemin parcouru depuis déjà 1 an et demi bientôt là, dans ce magnifique podcast qui a lieu à chaque semaine. Et encore une fois, c'est là-dessus qu'on va vous passer la balle vers la semaine prochaine. Là, mais la constance est de mise et on vous retrouve à nouveau là, pour le prochain épisode de lundi prochain. Merci à tous et puis bonne semaine. Bonne semaine à tout le monde.